Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ahmed El Essine Nassif. Vous êtes consultant international en économie et en gestion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais présenter quelques nouvelles. Vous allez les analyser. Je commence avec la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à la capitale hongroise Budapest pour participer au sommet des pays du groupe de Visegrad, qui comprend la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. Selon le porte-parole de la présidence, c'est la deuxième fois que l'Égypte participe à ce sommet, après une première participation en 2017, ce qui reflète l'intérêt des deux parties à renforcer leurs relations. Le sommet de Visegrad portera sur nombre de questions importantes, avec à leur tête le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient et la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine ainsi que l'énergie. Les participants au sommet devront de même examiner les moyens de renforcer leurs relations commerciales et d'investissement, outre le tourisme et les moyens susceptibles de relancer la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne. Monsieur Ahmed El Essine Nassif, je rappelle que vous êtes consultant international en économie et en gestion. Quelle est l'importance de la relation entre l'Égypte et le groupe de Visegrad? Je pense que c'est un groupe très important parce qu'on est plus ou moins dans des points où on a pas mal de similarités sur le point économique. Je pense qu'il y avait pas mal des histoires sur qui étaient en train de fournir le gaz pour le parti, si on peut l'appeler, un peu l'ouest de l'Europe, l'est de l'Europe. Et là, je pense que c'est très important de garder de très bonnes relations, surtout que l'Égypte est presque sur le point d'être un joueur très important mondialement pour le gaz naturel. Donc, c'est un marché très important pour nous et c'est très important qu'on garde de bonnes relations. En même temps, on a pas mal du commerce entre nous. Ce sont aussi des marchés pour les produits alimentaires, agricoles égyptiens. Et en revanche, il nous fournit par pas mal des machines qui sont un peu lourdes, surtout dans le niveau de transport. Donc il y a cet échange qui est très important à garder le vis-à-vis avec ces pays. Très bien. Là, il y a des sujets qui vont être traités. Je commence par le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient. Bien sûr que ces pays qui sont en train de cherche un leader au Moyen-Orient, parce qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient s'est un peu dispersé. Ouais. On a pas mal de pays qui sont pratiquement chaotiques complètement. Il n'y a pas de leadership, il n'y a pas un gouvernement central. L'État n'est pas présent pour le moment. On espère que ça change rapidement, mais c'est ça, malheureusement, le cas où on est. Ces pays veulent avoir un pied à terre, si vous voulez, dans le Moyen-Orient. Ils veulent savoir comment même réformuler leur politique et leur stratégie par rapport au Moyen-Orient dans le nouveau système, le nouveau Moyen-Orient. Donc là, ils cherchent quelqu'un qui est stable, qui comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer et qui peut leur aider et qui a encore pas mal de, si on peut dire, de pouvoir dans la région, qu'il peut leur diriger dans la bonne direction pour qu'ils savent un peu comment ils gèrent leurs relations avec la nouvelle réalité dans la région. Ils vont discuter aussi d'un autre sujet très important, tel la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et l'énergie. Le terrorisme. L'Égypte est vraiment le point central pour ces trois sujets. Tout le monde sait très bien le rôle que l'Égypte est en train de jouer pour l'immigration illicite. Et là, ils regardent et ils ont un vis-à-vis
On sait bien que, par exemple, par la Libye, il y a pas mal d'immigration illicite qui se passe par là-bas, mais vraiment, on n'a pas, au moins encore, une autorité centrale qui peuvent avoir une bonne discussion avec. Et là, l'Égypte, elle joue ce rôle et elle est en train de remplir ce vide. La même chose, l'Égypte est un pays pionnier. On a bien établi comment on peut gérer le terrorisme. Malheureusement, ça nous a coûté cher, mais on a des stratégies qui sont très fermes pour comment lutter le terrorisme. Et là, ils ont pas mal de choses à apprendre de l'expérience égyptienne. Et l'énergie, comme je viens de dire, on est en train de rentrer dans ce club très spécial comme un joueur mondial. Et là, on est très important pour qu'il garde des relations avec nous sur ce domaine. Très bien. En préparation au sommet du groupe de Visegrad, le chef de la diplomatie Samar Shoukry s'était entretenu avec son homologue hongrois pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique. Une conférence de presse a eu lieu à l'issue des entretiens, au cours de laquelle le chef de la diplomatie hongroise a confirmé que la stabilité du nord de l'Afrique est indispensable pour la sécurité et la stabilité de l'Europe. Il a ajouté que l'Égypte et la Hongrie effectuaient des pourparlers concernant l'approvisionnement en gaz pour augmenter l'énergie en Hongrie. Il a en outre précisé que la nouvelle ligne sud de gaz donne à la Hongrie la chance de recevoir le gaz de l'Est de la Méditerranée et des installations du gaz naturel liquéfié de l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, se réunira avec ses homologues du groupe de Visegrad ultérieurement dans le cadre de ces préparatifs. C'est toujours la même question concernant l'énergie. Alors, apparemment, c'est le sujet le plus important dont on va discuter durant ce sommet. Absolument. Si on se rappelle, il y a eu pas mal de soucis entre la Russie, qui est le premier fournisseur du gaz naturel à ces pays, et notamment que ces pays sont des grands consommateurs à cause des températures, bien sûr, en hiver qu'ils ont là-bas, de gaz naturel. Et à cause de l'industrie, quand même, ils sont très avancés industriellement. Absolument. Mais aussi à domicile, ils consomment pas mal de gaz naturel. Et là, on est en train de se manifester sur ce marché comme un fournisseur important et on donne un choix. Pas qu'on va être en concurrence avec les Russes, il n'y a pas de mal d'être concurrentiel, mais on va être présent. Et là, l'énergie, c'est quelque chose qui leur intéresse. Un grand intérêt pour eux, parce que là, il va avoir un deuxième joueur qu'avant, c'était plus ou moins une dépendance complète sur le gaz russe. Et c'est pour cela que c'est très, très intéressant pour eux d'établir ce genre de lien économique avec l'Égypte. Là, il y a une sorte de challenge, ou bien, qui est arrivé au point de guerre dans la Méditerranée concernant le gaz. Est-ce que de telles réunions peuvent résoudre ou bien rapprocher entre les belligérants? Pour commencer avec, si on a des biens, surtout les biens naturels, on doit être fort pour être capable de le protéger. Notamment que Zohr, la découverte plus récente du gaz naturel est la plus importante pour l'Égypte. Elle est toujours dans le domaine, bien sûr, égyptien, mais dans les eaux internationaux devant les côtes de l'Égypte. Et c'est de là qu'on voit que, et on peut comprendre pourquoi l'administration a pris des étapes très, très importantes pour renforcer surtout la force maritime égyptienne. Parce qu'on doit protéger nos biens. Et il va y avoir des tensions, oui, mais je ne pense pas qu'ils peuvent... Sauf que c'est surtout, il y avait la Turquie et il y avait aussi Israël qui a un peu pris un côté du gaz naturel que le Liban, normalement, était dû de le prendre, ce qu'on appelle le carré numéro 9.
parce que simplement le Liban, malheureusement, elle n'avait pas le pouvoir maritime pour le défendre. Donc c'est très important qu'on essaye qu'on est capable de défendre les biens et l'intérêt de l'Égypte. Là, ils font partie de l'Union unie, ils font partie de l'Union européenne, donc c'est très important qu'on a de bonnes relations avec eux. Est-ce qu'ils vont jouer un rôle actif, par exemple, entre les conflits plus ou moins qui sont sortis entre la Grèce et la Turquie sur ce point? Ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est une valeur ajoutée qu'on garde de bonnes relations avec ces pays importants. Très bien. Alors, on passe à un autre sujet, c'est concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir. Le président el-Sisi a souligné que la visite de son homologue sud-soudanais reflète la spécificité de la relation fraternelle entre les deux pays frères au niveau des dirigeants politiques, des deux gouvernements et deux peuples. Salva Kiir a de son côté fait éloge ou bien plutôt fait l'éloge des liens historiques qui unissent les deux pays frères, ainsi que l'aspiration de son pays à faire progresser la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines, notamment à la lumière du rôle central de l'Égypte au niveau régional sur le continent africain. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit. Le président a loué le rythme récent des activités continues entre les deux pays lors de la tenue de la première session du Comité supérieur conjoint au Caire en juillet 2021, ce qui confirme l'intérêt mutuel à renforcer les relations bilatérales dans divers domaines et à les élever au niveau d'un partenariat stratégique fondé sur la réalisation d'avantages mutuels pour les deux pays. Le chef de l'État a également affirmé le soutien continu de l'Égypte au Soudan du Sud au cours de la période actuelle dans le cadre de la mise en œuvre des droits de l'accord de paix revitalisé signé en 2018 ainsi que des défis liés à la pandémie de Covid-19. Al-Sisi a aussi souligné l'appui à Juba en ce qui concerne la modernisation de divers secteurs de développement, en particulier dans les domaines de l'irrigation, de la santé et de l'éducation, parallèlement au lancement d'un processus global d'intégration économique au niveau national. M. Salva Kiir a de son côté exprimé sa gratitude et son appréciation pour l'accueil chaleureux, soulignant les liens historiques qui unissent les deux pays frères, ainsi que l'aspiration de son pays à faire progresser la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines, notamment à la lumière du rôle central de l'Égypte au niveau régional sur le continent africain. De plus, le président sud-soudanais a affirmé qu'il existe de larges perspectives de développement de la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, surtout au niveau économique, tout en exprimant l'aspiration de son pays à maximiser cette activité et à fournir toutes les installations qui la soutiennent, outre l'appréciation du Soudan du Sud pour le soutien technique de l'Égypte au cours des dernières années, reflétant la profondeur des relations entre les deux pays frères. Les deux dirigeants ont également examiné certains problèmes régionaux actuels d'intérêt commun, tels les développements actuels en Afrique de l'Est, ainsi que les moyens visant à contenir les répercussions potentielles sur le reste de la région. De même, ils ont examiné l'évolution de la question du barrage de la Renaissance à la lumière de la coordination entre les deux pays frères à cet égard, surtout après la publication de la récente déclaration présidentielle du Conseil de sécurité, afin de parvenir à un accord juridique juste et contraignant dans un délai court, ce qui garantit des règles claires pour le processus de remplissage et du fonctionnement du barrage en réalisant les intérêts communs à toutes les parties. Pendant toute l'histoire, les relations entre l'Égypte et le Soudan étaient des relations fraternelles au point à ce qu'à un moment donné, l'Égypte et le Soudan étaient un seul pays. Et puis, il y avait l'Égypte et puis le Soudan. Et puis, il y a quelques années, avec une séparation entre les deux Soudans, on a créé quand même, où ça existe aujourd'hui, deux Soudans, le Soudan et le Soudan du Sud. Les relations entre l'Égypte et le Soudan du Sud aujourd'hui. Pour commencer avec, il y a pas mal de gens qui ne savent pas que le Soudan du Sud, ça c'est connu
ce qui suit les nouvelles, que le Soudan du Sud s'excusait de la participation de la Ligue arabe. Donc, ça ne fait pas partie de la Ligue arabe. Et ça, c'est très important, parce que qu'est-ce que ça veut dire pour la diplomatie égyptienne? Ça nous dit qu'on ne peut pas commencer où la Ligue arabe est. Donc, on a 22 pays arabes, et on a des faits accomplis, que tout le monde est d'accord, et puis ici, on a des discussions. Il y a des accords signés, des principes à respecter. Le Soudan du Sud ne fait pas partie de ça. Donc, c'est tout un travail de base qu'on doit mettre en place pour établir les bonnes relations avec un joueur qui est très important dans le bassin de Nil. Notamment que la proximité géographique entre le Soudan du Sud et le haut barrage de Renaissance, ou le barrage de Renaissance, c'est la plus proche pays pour le barrage. Donc c'est très très important qu'on garde nos options toujours ouvertes et on garde une relation très ouverte et réciproque entre nous et le Soudan du Sud. On a discuté quand même des coopérations égypto-sud-soudanaises dans les différents domaines, y compris l'énergie, entre autres. Alors, les coopérations entre les deux pays aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? On peut ajouter une valeur énorme à ce jeune pays qui vient d'apparaître sur la carte de l'Afrique. Pour commencer avec l'Égypte maintenant, et ça c'est un crédit énorme pour l'administration présente, on a passé d'un état où on n'avait pas assez d'énergie pour nous-mêmes, à une situation aujourd'hui où on peut fournir, et on est en train de signer des accords pour fournir de l'électricité, pour exporter avec des pays voisins. Et là, on peut aider le Soudan du Sud. Aussi l'éducation, maintenant avec tout ce qui se passe, le Covid et le domaine médical, l'Égypte peut vraiment ajouter énormément de valeur à ce pays. Donc, c'est dans leur très grand intérêt de garder des très bonnes relations bilatérales avec l'Égypte. Très bien. Bon, je passe à un autre sujet. C'est concernant toujours le chef de l'État qui a également reçu hier le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée du Sud. Le président a souligné la fierté de l'Égypte des liens historiques unissant les deux pays amis, tout en louant le récent développement dans les relations bilatérales conjointes, reflétant la profondeur et la sincérité de ces liens. Salih Hamadi Alouchouch. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée du Sud en présence du président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanafi El-Ghebeli et de l'ambassadeur de la Corée du Sud au Caire. Le chef de l'État a souligné la fierté de l'Égypte des liens historiques unissant les deux pays amis, tout en louant les réalisations récentes des relations bilatérales conjointes, reflétant la profondeur et la sincérité de ces liens, renforcés par l'échange de visites de haut niveau entre les deux pays, en donnant l'impulsion pour développer la coopération dans tous les domaines, notamment à la lumière de la visite du ministre coréen de la Défense au Caire en août dernier. M. Park a transmis à Sisi les salutations de son homologue sud-coréen, soulignant la fierté de la Corée au niveau officiel et populaire des relations étroites avec l'Égypte, ainsi que son intérêt mutuel à renforcer les domaines de coopération bilatérale. Dans ce contexte, le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée du Sud a salué la renaissance globale actuelle en Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre de la stratégie de développement de l'Égypte 2030. La réunion a également abordé les moyens d'améliorer les cadres de coopération bilatérale conjointe dans plusieurs secteurs, ainsi que les moyens qui aident l'Égypte à bénéficier de l'ancienne expertise coréenne dans les industries technologiques, outre la localisation de l'industrie des véhicules électriques et ses industries connexes.
Des points de vue ont été échangés sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les développements de la crise libyenne et de la cause palestinienne. Dans ce contexte, le président affirmait le soutien permanent de l'Égypte à tous les mécanismes qui garantissent la sécurité et la stabilité de la péninsule coréenne. Monsieur Ahmed El-Lessi Nassef, je rappelle que vous êtes consultant international en économie et en gestion. Là, les relations entre l'Égypte et la Corée du Sud sont des relations historiques, comme on vient d'annoncer dans le reportage. Quelles sont ces relations? Comme un rappel. C'est une très bonne question, mais avant de répondre à cette question, on doit vraiment remarquer et remercier l'administration présente. On est en train de discuter maintenant les activités de 3 jours en Afrique, en Europe et en Asie. Ouais. On est vraiment actifs. On a la diplomatie égyptienne maintenant, elle est un peu partout et on est en train de construire des ponts très importants un peu partout dans le monde. Et ça, c'est un effort énorme. Donc ça, c'est quelque chose à féliciter l'administration qu'on a, où ils sont aujourd'hui. Et retournons à votre question. La Corée a aidé l'Égypte lors du guerre de 1973. Donc on est en octobre et c'est le moment de célébration, mais pas mal des jeunes ne se rappellent pas de ça, mais ils ont joué un rôle très important à aider l'Égypte dans la guerre de 1973. Et aujourd'hui, il y a 2 choses. Sur le niveau stratégique, la Corée, sortant du guerre coréenne, qui a fini par diviser ce pays en 2, la Corée était un pays très basique, on peut même dire pauvre, juste après la guerre. Et maintenant, elle est une des pays qui joue un rôle très important sur l'échelle mondiale, surtout dans le domaine de technologie. Et là, c'est un exemple qu'on peut bien apprendre pour l'Égypte, maintenant qu'on est dans la 2e République et on est vraiment en train de accélérer les choses et on veut avancer l'Égypte vraiment. Donc là, il y a une leçon à apprendre. Et c'est bien à noter qu'on a plusieurs usines qui sont installées en Égypte en coopération avec les grandes sociétés coréennes. Donc on avait des très bonnes relations dans le passé, mais aujourd'hui et le futur aussi sont... on a pas mal de choses, des intérêts en commun entre nous et la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud représente une partie de l'Asie, là où on a des relations très fortes, si on parle par exemple de la Chine, de l'Inde, mais la Corée qui est d'un autre côté, on peut dire qui fait partie du côté occidental, et l'autre c'est oriental. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir de bonnes relations avec les deux poids dans le monde? Ça veut dire qu'on est en train de mener une diplomatie qui est très bien balancée, qui est très bien équilibrée, entre quelquefois même des ennemis. Je ne voudrais pas utiliser le mot, mais des adversaires, quoi. Ou des pays qui partent dans des directions un peu différentes, si vous voulez. Et ça, une deuxième fois, n'est pas toujours facile. Parce que quelquefois, c'est comme un champ de mine. Ouais. Si on fait quelque chose pour faire plaisir à l'un, l'autre va se fâcher et vice-versa. Ouais. Donc vraiment, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Mais c'est pas facile et donc ça nécessite un effort énorme de la part de la diplomatie égyptienne. Très bien. Un autre sujet, un autre débat qu'on va discuter, c'est concernant l'Afrique. Cette fois-ci, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli depuis quelques jours au Caire l'envoyé spécial du président du Congo et représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ngando. Ont assisté à cette réunion le ministre des Affaires étrangères Samah Shoukry et le chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Caire. Salih Ahmed et Rachoucha.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli depuis quelques jours au Caire l'envoyé spécial du président du Congo et représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ngando. L'ambassadeur congolais a transmis au président un message de son homologue congolais Félix Tshisekedi, exprimant sa profonde gratitude pour le soutien et l'assistance inlassable fournis par l'Égypte à la République démocratique du Congo dans le cadre de sa présidence de l'Union africaine, basant sur la large expérience égyptienne dans le cadre des travaux multilatéraux au niveau du continent africain. De même, il a loué les relations distinguées d'amitié et de fraternité entre les deux pays frères, en exprimant l'aspiration à les renforcer sur tous les niveaux. El-Sisi a demandé de transmettre ses salutations à son frère, le président congolais Tshisekedi, saluant les efforts inlassables de la République démocratique du Congo dans le cadre de sa présidence actuelle de l'Union africaine, soulignant le soutien continu de l'Égypte au Congo d'assumer l'importance et la responsabilité de conduire l'action africaine commune au cours de cette année, ainsi qu'au niveau des relations entre les deux pays. La réunion a porté également sur l'évolution d'un certain nombre de questions d'intérêt commun sur la scène continentale, qui représentent une priorité à l'ordre du jour de l'Union africaine au cours de la période actuelle. L'Afrique. L'Afrique, c'est notre continent. L'Égypte fait partie de ce grand continent très ambitieux et très promettant, il faut dire. Et une rencontre très importante, je crois, entre le président Abdel Fattah el-Sisi, responsable du Congo, qui préside l'Union africaine. Comment vous voyez l'importance de cette réunion ? Ça part dans plusieurs sens. Donc, pour commencer avec un pays qui préside l'Union africaine pour cette année, c'est très important avec tout ce qui est en train de se passer sur le niveau africain et notamment l'histoire du barrage de Renaissance. Donc c'est très important qu'on est très clair, que les besoins de l'Égypte sont bien entendus un peu partout en Afrique. Et là, c'est le moyen vraiment pour expliquer la position égyptienne en détail et que ça soit transmis un peu partout en Afrique. Ça, c'est pour commencer avec. Et deuxièmement, le Congo, c'est une relation bilatérale très importante. Quand même, elle est un pays au bassin du Nil, donc il joue un rôle très important. Mais on avait des relations du temps de Mobassa et depuis le président Nasser dans les années 50, et quand l'Égypte a aidé et a soutenu le Congo pour avoir leur indépendance. Donc là, je dis que c'est double important, une réunion comme ça, parce que vraiment, le Congo, c'est un pays très important pour l'Égypte. C'est un marché aussi très important pour l'Égypte. Et si je ne me trompe pas, on fait des échanges économiques, si je ne me trompe pas, et ma mémoire me sert correctement, dans les environs de 65 millions de dollars par an. On échange 35 pour l'Égypte et 30 pour le Congo. Surtout ce qu'on apporte du Congo, ce sont des matières premières, surtout les métals, le cuivre et un peu de produits agricoles qu'on a besoin. Donc, les relations bilatérales ou sur le niveau économique ou sur le niveau politique sont très importantes, et aussi c'est renforcé par le rôle que le Congo joue comme un chef de l'Union africaine dans cette période. Là, les dossiers africains sont nombreux. Si on commence par le dossier du terrorisme, bien sûr, il y a des discussions entre les deux pays pour faire face au terrorisme sur le continent africain, soit en Afrique, pas du Sud, mais centrale, voilà exactement, soit au nord de l'Afrique. Une deuxième fois, la lutte contre le terrorisme que l'Égypte est maintenant en train d'adopter, c'est on va aux racines des choses, aux racines des problèmes. Ce n'est pas une question de résoudre le symptôme ou quelque chose qui est sur la surface. Donc vraiment, on doit creuser un peu plus profondément pour arriver aux racines. Et ça ne peut pas se passer sans
une très bonne coordination entre l'Égypte et la plupart des grands pays en Afrique. On sait très bien qu'à un moment donné, le Sahara de l'Algérie et de la Libye, c'était presque... Sahara occidental. Oui. C'était presque un territoire complètement vide où ils pouvaient se traîner là-bas, se cacher. Et là, avec la coopération de l'Égypte et le partage d'informations, donc on est en train de contrôler cette épidémie, qu'on peut l'appeler épidémie, parce que personne n'est vraiment très loin du terrorisme. Ah, bien sûr. Donc c'est pour cela qu'on a toujours des besoins de solutions totales et vraiment profondes. Et vraiment, on doit creuser pour aller aux sources de problèmes. C'est jamais assez de seulement mettre quelque chose de cosmétique, si vous voulez, en top. Donc c'est là. Là, c'est le dossier du terrorisme et c'est partout en Afrique. Et comme vous venez de dire, il faut chercher les sources et les éradiquer. Si je vais au nord de l'Afrique et je parle de la question de la Libye, où en est exactement? Ben, comme le président l'a dit et répété, il l'a dit aux conférences de Berlin, il l'a répété énormément de fois, on ne peut pas avoir un État indépendant, souverain en Afrique, en Libye, pardon, si on ne fait pas partir les terroristes étrangers. Donc, et les mercenaires. Donc on doit commencer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. On ne peut pas avoir plusieurs, si vous voulez, armées. On ne va jamais avoir un État. Le problème, en profondeur, c'est quoi? Malheureusement, pour 40 ans, au temps du régime de Kadhafi, quand on a eu ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, le printemps arabe, mais ce n'est pas un printemps, mais il y a des pays qui sont pu se retourner beaucoup plus rapidement que des autres. Mais la Libye n'arrive pas à ça toujours. Pourquoi? Parce que la Libye, par exemple, très différemment de la Tunisie, n'a pas les institutions. Il n'y a pas un schéma où on peut changer les gens et le système, il n'y a pas de système. C'est un peu chaotique. Et c'est pour cela que c'est très difficile. Où on doit avoir des élections, c'était prévu pour le 24 décembre de cette année. C'est très important que ces élections se passent. Mais ce n'est pas donné. On n'est pas encore sûr que ça va se passer. Il y a plusieurs joueurs dans le jeu. Où est-ce qu'on va finir? Comment les choses vont évoluer? Ça reste à voir. Mais c'est très chaud, c'est très dynamique. Les choses changent d'une semaine à l'autre ou même d'un jour à l'autre. Donc, on reste vigilant, on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Libye et on espère que les Libyens, avant tout, mais l'intérêt du pays et de les générations qui viennent avec eux, on avance. C'est ça la priorité, de garder la Libye comme un seul pays indépendant, sans division et sans force étrangère sur le territoire libyen. Et c'est dans les mains des Libyens. Ouais. Là, si on parle de la Libye, la sécurité, la stabilité, il ne faut pas nier qu'aujourd'hui la Libye est plus sûre et plus stable. Preuve, il y a un match de football ce soir, éliminatoire de la Coupe du Monde entre l'Égypte et la Libye en Libye. Mais ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour commencer on espère de remporter le match. On espère et on prie Dieu que tout va bien se passer. Et je pense que tout va, Inch'Allah, tout va bien se passer. Mais oui, il y a une amélioration très claire. Mais est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Non. Il y a quoi faire. Non, pas encore. Bien sûr. Il y a quoi faire. Et il y a des défis qui sont très sérieux. Et on espère qu'on peut faire ce trajet
On arrive au 24 décembre, on a des élections qui sont indépendantes. Mais ce n'est pas facile. Je vous donne un tout petit exemple. Si on fait un peu la comparaison entre la Tunisie, où j'ai vécu pas mal des années, et la Libye. J'étais responsable pour la Libye, je la connais très bien. Par exemple, pour savoir qui est-ce qui a le droit de voter avec, en Tunisie, c'était très simple. Hein. Tu as le carte d'identité nationale, tu es registré. En Libye, malheureusement, ce n'est pas bien géré sur ce domaine. Donc, qui est-ce qui ont le droit de voter? Et c'est cela où la différence, et c'est pour cela que même ces élections sont mises à risque. Qui est-ce qui va voter? C'est quoi la preuve? Est-ce que tu vas voter 2 fois? Il n'y a pas un registre d'identification nationale. Et ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut mettre un système en place? Est-ce qu'on est sûr que cette personne est vraiment libyenne ou pas? Et là, ça se complique. Mais on espère qu'ils peuvent trouver des solutions à ces problèmes, qui sont des problèmes importants. Et malheureusement, ils sont hérités du système du Kadhafi qui n'a pas mis le pays où elle devait être à un bon niveau. Mais les choses deviennent pas faciles à gérer, on peut dire. Ouais. Pas facile à gérer. Et on espère que l'amélioration continue et on espère que la Libye peut sortir du chaos où ils sont aujourd'hui. En tant qu'expert en économie, là, si on parle en général de l'économie africaine, bien sûr très affectée par la pandémie du coronavirus, là, sûrement, il y a des discussions sur ce point et comment relancer cette économie après cette pandémie. Le Premier ministre anglais passé, il y a 2 ou 3 premiers ministres, et a donné un discours qui est très intéressant sur ce sujet. Il y a, je pense, 1 ou 2 semaines. Une épidémie ne voit pas le passeport, ne voit pas la nationalité, ne voit pas la couleur de peau. Oui. Ni le poste. Ni le poste. Donc, si jamais on est sérieux et on veut vraiment lutter comme une planète, ensemble, l'humanité lutte ensemble contre le coronavirus, on n'a pas le choix. Les pays riches n'ont pas le choix qu'aider les pays qui sont moins riches en Afrique. Bien sûr. On a 45 pays en Afrique, on a une population qui est, si je ne me trompe pas, dans les 600 ou 700 millions. Et si on se rappelle tous que la planète a souffert venu d'une seule personne, on ne peut pas se permettre de prendre le risque qu'on laisse des centaines de millions de personnes seulement, rien qu'ils sont en Afrique, tomber malades. Donc, et lui, il était en train de mettre un plan, comment les pays riches peuvent essayer à fournir le vaccin aux pays africains. Et ça ne va pas finir là. Mais ça peut commencer, parce qu'il y a des histoires et des pensées dans l'Afrique qui viennent un peu avec la négligence que ça donne des trucs avec la magie et tous les pensées et tout ça. Mais au moins, ce qu'ils veulent ou sont prêts à prendre le vaccin, qu'on le rend disponible pour ceux qui sont intéressés à se vacciner. Parce qu'une deuxième fois, un virus n'a pas de frontières, malheureusement. Je vais terminer notre émission par cette belle phrase. Je vous remercie beaucoup, M. Ahmed El-Lessi Nansé. Vous êtes consultant international en économie et en gestion. Merci. Je vous remercie et on se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Bonne soirée.